Alors que le Hamas poursuit ses attaques depuis les tunnels de Gaza contre Tsahal, le président Trump annonce que la prochaine étape du plan de paix pour Gaza est proche. Mais en coulisses, des agendas contradictoires sèment la pagaille. Le Qatar nie l'existence d'un cessez-le-feu, alors que Netanyahou doit partir pour Washington. Va-t-il sceller la paix ou préparer la deuxième manche? La minute de Jérusalem commence maintenant. Bienvenue dans la Minute de Jérusalem sur Jewish News Syndicate Télévision. Je suis Josh Haston, correspondant pour Jewish News Syndicate avec JSCO Alex Treman. Nous sommes ici en studio au Jewish News Syndicate Media Hub à Jérusalem. L'actualité principale cette semaine, le président américain Donald Trump affirme que la deuxième phase du plan de cessez-le-feu à Gaza va avoir lieu très bientôt. Passons tout de suite à cette vidéo. Nous avons la paix au Moyen-Orient, les gens ne s'en rendent pas compte. Nous avons un soutien énorme, 59 pays, il y a un soutien énorme, mais la phase 2 avance. Oui, ça va arriver très bientôt. Alex, voici Trump affirmant que la paix règne au Moyen-Orient. C'est assez intéressant parce que, d'après ce que je sais, nous n'avons pas la paix au Moyen-Orient. De plus, la deuxième phase du plan Gaza numéro 1 prévoit la démilitarisation du Hamas. Cela concerne aussi le futur de la gouvernance à Gaza. Analysons cela en détail. Eh bien, comme tu l'as dit, je ne pense pas que nous ayons encore atteint la paix au Moyen-Orient. Ce que nous avons obtenu avec l'accord de cessez-le-feu, comme nous l'avons évoqué, c'est le retour de tous les derniers otages vivants. Et maintenant, presque tous, il ne reste quasiment plus que le dernier corps d'otages décédé à rapatrier en Israël. Donc, je pense que c'était le but pour lequel Israël a conclu l'accord de cessez-le-feu. Pour commencer, ils ont compris qu'ils ne récupéreraient jamais tous les otages sans conclure un accord, qui était un accord global. Mais Israël a été très prudent et cet accord prévoyait des phases. La première phase était un retrait à 50% du territoire, ce qui fait qu'Israël contrôle désormais essentiellement 53% de la bande. Et ça, il contrôle la partie est de Gaza, il contrôle le corridor nord et le corridor sud de la bande de Gaza pour empêcher la reconstruction du Hamas. Mais bien sûr, nous voyons que le Hamas ne prend aucune voie vers le désarmement. Nous avons même eu ces terroristes du Hamas qui étaient coincés dans un tunnel. Et Israël leur avait promis l'amnistie s'ils se rendaient calmement et remettaient leurs armes, mais ils ne l'ont pas fait. En fait, certains d'entre eux ont essayé de sortir et nous voyons qu'ils sont toujours actifs. Donc, rien n'indique ici que le Hamas est prêt à se désarmer ou qu'il souhaite que les parties restantes de Gaza deviennent une zone démilitarisée. Maintenant, dans ces autres phases, ce que vous êtes censé voir, c'est un retrait israélien supplémentaire et il y a même 2 autres étapes de retraits israéliens. Il est difficile de voir comment cela va arriver maintenant. Tant que le Hamas continue d'être une organisation terroriste active à l'intérieur de la bande, ce qu'ils sont certainement, et que nous voyons presque quotidiennement des incidents entre les forces de défense israéliennes et les terroristes du Hamas. Nous voyons le Hamas faire tout ce qu'il peut pour tenter de réaffirmer son contrôle sur la bande de Gaza. Et donc, je pense que le président essaye de montrer que les choses avancent. Je crois que Trump veut faire avancer cela, d'où ses prises de parole répétées. Mais je pense aussi, comme nous l'avons évoqué, qu'il y a un alignement entre les 2 administrations. Ainsi, si le Hamas ne démilitarise pas la bande de Gaza, s'il ne dépose pas les armes, alors vous verrez les forces de défense israéliennes intervenir, ce que nous constatons pour l'instant. Et je pense que c'est peut-être ce que Trump veut dire quand il dit « Le début de la deuxième phase serait l'attribution d'une sorte de ce que nous appelions la force internationale de stabilité, n'est-ce pas ?» Et puis la grande question, c'est, vous savez, qui va en faire partie? Et la Turquie veut proposer des troupes pour faire partie de la force internationale de stabilisation. C'est une limite pour Israël. Nous avons vu l'ambassadeur des États-Unis en Turquie, Tom Barak, déclarer qu'il pense qu'Israël commet une grosse erreur. Oui, en ne voulant pas que des troupes turques fassent partie de cette force, il a déclaré premièrement que la Turquie souhaite y envoyer des troupes et deuxièmement, il a reconnu ce qu'il a appelé, je cite, une bromance entre le président Trump et le président Erdogan de Turquie. Ce qui est un peu déconcertant. Nous devons maintenant voir qui rejoindra la force internationale de stabilité, l'Égypte, la Turquie ou la Jordanie. Si ces pays sont ceux qui vont fournir les troupes, pour cela, alors ce dont vous pouvez être certain, c'est que le Hamas ne sera pas forcé de se désarmer.
Et puis, d'un autre côté, cette force internationale de stabilisation pourrait essentiellement être là, comme nous l'avons vu tant de fois dans cette région, vraiment pour empêcher une nouvelle action militaire israélienne. Le Qatar est intervenu cette semaine. Selon le Premier ministre Al-Attani, Doha ne considère pas la situation actuelle comme un cessez-le-feu. Il a soutenu qu'Israël devrait retirer toutes ses troupes de Gaza pour qu'il y ait un véritable cessez-le-feu. Voyons ses commentaires. Nous sommes maintenant à un moment critique. On n'y est pas encore, donc ce que nous venons de faire est opposé. Nous ne pouvons pas encore envisager un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu n'est possible qu'avec un retrait total des forces israéliennes. Gaza est stable. Les gens peuvent entrer et sortir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, Alex, quelle est l'importance des commentaires faits ici par le Premier ministre qatari? Le Qatar a joué un rôle en coulisses dans plusieurs aspects de cette guerre, que ce soit en finançant, soutenant les manifestations anti-israéliennes sur les campus au Moyen-Orient ou en hébergeant le Hamas. Quelle importance ont ces commentaires? Eh bien, je pense qu'ils sont importants pour deux raisons. Premièrement, ils semblent faire porter la responsabilité du cessez-le-feu sur Israël, n'est-ce pas, et sur leur retrait. Maintenant, Israël est prêt à se retirer s'il voit que le Hamas dépose les armes et que Gaza devient démilitarisé. Mais il n'appelle pas ici le Hamas à déposer les armes et à se démilitariser. Ce qui indique que les Qataris et le Hamas sont unis et ils ont toujours formé un front uni. Le Qatari envoie de l'argent à Gaza entre 2007 et 2023. Lorsque le Hamas a attaqué le 7 octobre, les Qataris ont continué d'héberger la haute direction du Hamas. Donc ici, ils adoptent essentiellement la position du Hamas, à savoir qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu tant qu'Israël ne se retirera pas, même si le retrait israélien est censé dépendre du désarmement du Hamas. La raison pour laquelle c'est aussi préoccupant, c'est à cause du président des États-Unis. Non seulement il entretient une bromance avec Erdogan de Turquie, mais il semble aussi avoir une sorte de bromance avec Al-Thani du Qatar. Les Qataris ont offert cet avion à Trump. Et puis, peu de temps après qu'Israël ait frappé à l'intérieur du Qatar, les États-Unis et le président Trump ont publié un décret accordant au Qatar un statut protégé, déclarant que c'est un allié important qui ne peut être attaqué par aucun pays de la région, ce qui inclurait évidemment Israël, qui a frappé à l'intérieur du Qatar. Donc, vous savez, il faut observer et vraiment voir qui tire les ficelles ici. Mais si d'un côté, la Turquie dit « Hey, nous voulons déployer des troupes à Gaza pour garantir le désarmement du Hamas », les Qataris déclarent « Pas de cessez-le-feu sans retrait d'Israël ». En résumé, vous êtes pris en étau entre les deux forces soutenant le Hamas et la confrérie des frères musulmans. Donc, il faut vraiment voir, je pense qu'il sera important pour le Premier ministre Netanyahou d'établir quelles sont ses lignes rouges et s'assurer que sa relation avec le président Trump soit meilleure que celle de Trump avec Al-Thani ou Erdogan. Alex, cette semaine, le Hamas a rendu le corps d'une autre victime d'octobre. Le 7, celui-ci était un travailleur thaïlandais, et j'espère ne pas écorcher son nom, Sudisak Rintalek, un travailleur thaïlandais de plus de 40 ans ici en Israël, assassiné le 7, ce qui signifie qu'il reste un Israélien encore détenu par le Hamas à Gaza. On pense qu'il a été tué. Sergeant Major Ron Gvili. Il est le dernier soldat de Tzahal dont le corps est détenu par le Hamas à Gaza. Eh bien, je trouve que c'est impressionnant, en fait, qu'Israël ait récupéré tous les corps. Nous pensions tous avoir de bonnes raisons de douter que le Hamas retrouve tous ses corps, simplement à cause d'un possible manque de renseignements. D'une part, d'autre part, avec toute la destruction à Gaza, il est difficile de savoir exactement où ces corps ont été enterrés. Mais ici, vous voyez que presque tous les 28 corps restants qui étaient détenus à Gaza ont été rendus. Un seul reste. Israël souhaite récupérer le corps de Ron Gvili au plus vite, a déclaré le Hamas. Cela prendrait des semaines et jusqu'à présent, nous avons réussi à récupérer presque tous les corps. Ce qui, encore une fois, rend l'exploit de cet accord de cessez-le-feu, à mon avis, très impressionnant. Et cela pourrait s'avérer être un coup de maître en ce sens. Arrêter les combats pendant quelques instants, ramener tous les otages vivants dès le premier jour, récupérer tous les corps sur une période de quelques semaines, pouvoir se reposer. L'immense majorité des soldats israéliens qui étaient à l'intérieur de Gaza depuis longtemps, maintenant, il y a encore des troupes à Gaza. Je connais des troupes à Gaza qui patrouillent la ligne jaune, mais ce n'est plus la même posture de force avancée qu'avant pour Israël.
pouvoir leur offrir un repos bien mérité, pouvoir réapprovisionner toute l'artillerie et la défense antimissile. Voyons maintenant ce qui se passera ici après, si Dieu le veut, quand Ron Gvili rentrera à la maison. Nous devons espérer que ce sera dans les prochains jours et ensuite voir ce qui se passera. Est-ce que cette force internationale de stabilisation sera déployée? Est-ce que c'est quelque chose de réel? Quel est son mandat? Quelle pourrait être son efficacité? Le Hamas va-t-il se désarmer? Israël subira-t-il des pressions pour se retirer plus loin dans la bande de Gaza? Où verrons-nous les forces de défense israéliennes, le premier ministre Netanyahou et le président Trump converger dans leur vue pour permettre aux forces de défense israéliennes d'entrer et de mener une nouvelle opération ciblée contre les derniers membres du Hamas? Israël n'est peut-être pas en offensive, mais le Hamas viole clairement le cessez-le-feu en attaquant. Vous avez mentionné les tunnels. Là, à Rafah, donc un groupe de terroristes est sorti mercredi dernier à attaquer des soldats des forces de défense israéliennes. Et il y a eu un soldat grièvement blessé, 3 autres également blessés. Donc cette menace existe toujours pour les troupes des forces de défense israéliennes qui patrouillent le long de cette ligne jaune à la frontière de Gaza également. Oui, Rafah est très important car c'est la frontière entre Gaza et l'Égypte. Et il y a même eu des discussions la semaine dernière selon lesquelles Israël pourrait envisager de rouvrir le passage à Rafah entre Gaza et l'Égypte. Bien qu'ils disent, Minez, pour l'instant que cela pourrait être un passage à sens unique seulement permettant aux gens de sortir de Gaza. Et d'autres en Égypte disent que la seule façon d'ouvrir ce passage serait que ce soit un passage à double sens où des camions et des personnes pourraient retourner à Gaza. De plus, ils ne veulent pas voir des gens quitter Gaza en masse sans pouvoir y retourner, bien que je pense qu'il soit vraiment important d'en discuter. Et nous en avons parlé tellement de fois. Probablement la chose la plus importante qui doit arriver, c'est que les Gazaouis qui veulent fuir la bande de Gaza devraient être autorisés à le faire. Et nous voyons beaucoup d'articles, de publications sur des Palestiniens vivant à Gaza qui disent « Sortez-moi d'ici, d'accord, vous savez, les Qataris hébergent la direction du Hamas. Ils sont dans les hôtels et appartements les plus luxueux de Doha et les Palestiniens vivent sous des tentes. » Et nous sommes au début de la saison des pluies. En Israël, il fait plus froid et ils vivent au milieu des décombres. Je pense que beaucoup veulent partir. Il y a eu un sondage du Centre de recherche palestinien qui disait que jusqu'à 40 à 50% des Gazaouis seraient prêts à partir si on leur en donnait l'occasion. Donc, vous savez, si on peut avoir un peu de calme et qu'il n'y a plus le Hamas qui opère à Rafah, alors on pourra ouvrir cette frontière. Peut-être pourra-t-on enfin accorder aux Gazaouis, voulant quitter la bande, le droit humain fondamental de fuir une zone de guerre. On reste sur Gaza, Alex. Cette semaine, des rapports indiquent que le chef du clan Abu Shabab, c'est la milice anti-Hamas. Il a été assassiné par des assaillants inconnus. Yasser Abu Shabab, tué à Gaza, ainsi que d'autres membres d'Abu Shabab, le qualifiant de patriote et parlant de quel merveilleux leader il était. Nous en avons parlé pendant de nombreux mois. Israël leur fournissait peut-être des armes, des munitions et d'autres soutiens. Alors maintenant que ce clan, du moins son chef, n'est plus là, vous savez, qu'est-ce que cela signifie en termes de force sur le terrain, peut-être pour aider Israël si leur chef n'est plus présent? Exactement, vous savez, c'est essentiellement cela. Une guerre civile se produit à l'intérieur de Gaza. Israël espérait que des clans comme Abu Shabab et d'autres offriraient une alternative au Hamas. Que constatons-nous? Le Hamas refuse de se désarmer et cherche à renforcer sa domination sur les zones de Gaza sous son contrôle. Je pense que cela complique beaucoup les choses pour Israël, parce que c'était leur plan. Leur plan visait à ce que des clans comme Abu Shabab, notamment Yasser Abu Shabab, contrôlent une partie de Gaza et collaborent avec Israël. Maintenant, Abu Shabab, je ne pense pas que ce clan, vous savez, avant le 7 octobre, était considéré comme une force très positive et constructive à l'intérieur de Gaza. Mais Israël les considérait comme étant anti-Hamas. Et vous avez vu Abu Shabab et les autres qui font son éloge dire qu'ils voulaient une bande de Gaza sans terrorisme et ils comprenaient. Je pense que beaucoup de ces clans savent qu'en l'absence du Hamas, beaucoup d'argent arrivera dans la bande de Gaza. Donc, vous pouvez être un homme fort à Gaza à condition de pouvoir maintenir le calme, la loi et l'ordre dans votre région.
Et pour eux, même si idéologiquement ce n'est pas ce qu'ils veulent, ils comprennent à ce stade que cela signifie que vous devez collaborer avec Israël, vous devez au moins être en bons termes avec Israël. Et cela rend, je pense, la tâche beaucoup plus compliquée pour Israël d'établir une direction alternative à l'intérieur de la bande de Gaza. Alex, le premier ministre Netanyahou a aussi discuté cette semaine de la situation à Gaza avec le président Trump par téléphone. Qui sait, Alex, tu pourrais prendre un avion pour les États-Unis où, d'après ce que je comprends, le président Trump invite à nouveau Netanyahou à la Maison-Blanche. Je ne sais pas si c'est la 3e ou la 4e fois, aucune date n'est fixée. Le président Trump reste optimiste et voit là une occasion historique de paix au Moyen-Orient. En fait, je pars demain soir pour les États-Unis et je serai à Washington et j'espère vraiment être informé avec d'autres de ce qui se passe à Gaza du point de vue américain. Comme vous l'avez dit, il y a eu cet appel téléphonique et Donald Trump a invité Netanyahou à venir à Mar-a-Lago. Je crois que ce sera le 29 décembre. En pleine période des fêtes aux États-Unis, cela pourrait offrir de belles vacances familiales aux Netanyahou, ce qui serait sans doute bien mérité pour eux. Mais plus important encore, ce que vous voyez, c'est qu'ils vont avoir l'occasion de discuter de cette phase 2 d'un accord ou d'un retour à une posture de force directement dans la bande de Gaza. Je pense qu'il est important que Netanyahou et Trump poursuivent leurs échanges téléphoniques et partagent des points de vue, comme cela a souvent été le cas tout au long de cette guerre, qu'on laisse toujours entendre qu'il y a une sorte de discorde ou de fossé entre la pensée du premier ministre Netanyahou et du président Trump. Mais encore et encore, malgré tout ce qui se dit, tout ce vacarme, nous le constatons. La plupart du temps, bien qu'il y ait parfois des désaccords, le président des États-Unis est globalement aligné avec le premier ministre Netanyahou sur la direction. Et il est important que Netanyahou, à mon avis, entretienne cette relation du mieux qu'il peut en ce moment pour s'assurer qu'il puisse donner au président des choses avec lesquelles il est à l'aise, mais qui fixe des lignes rouges et qui contribue réellement, je pense, à faire avancer la vision de Trump pour la paix au Moyen-Orient. La question est de savoir si les forces de défense israéliennes sont la seule force capable à court terme d'aller dans le sens souhaité par Trump au Moyen-Orient. Parce qu'en fin de compte, si le Hamas continue d'opérer à Gaza de la manière dont il le fait, vous n'aurez pas cette paix au Moyen-Orient que le président souhaite tant voir. Ce n'est que si les forces de défense israéliennes continuent de les déloger que vous parviendrez finalement à une période de calme. Encore une fois, en y repensant, ce qui est brillant ici, c'est que si les forces de défense israéliennes s'impliquent à nouveau avec le Hamas, rien ne les retiendra. Parce qu'il n'y a plus de menace de tuer des otages. Tous les otages sont revenus. Et c'est vraiment, vraiment crucial. Alors que le premier ministre Netanyahou réfléchit à ses prochaines actions, les forces de défense israéliennes sont, selon moi, la seule force pouvant stabiliser Gaza. Attendons de voir ce qui s'y passera. Mais alors que vous vous rendez aux États-Unis, l'ambassadeur américain auprès des Nations Unies, Mike Waltz, vient par ici pour des réunions en Jordanie et en Israël. Il va notamment parler de Gaza, le plan en 20 points de Trump et les objectifs de la résolution 2803 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies tracent la voie pour la région. Donc Trump, très actif, envoie son représentant à l'Organisation des Nations Unies au Moyen-Orient, ici dans seulement quelques jours. Eh bien, souvenez-vous que l'Organisation des Nations Unies a adopté une résolution qui a essentiellement canonisé le plan en 20 points de Trump. Donc Waltz, qui doit représenter ce plan aux Nations Unies, vient ici pour voir de première main ce qui se passe. Et on peut dire que l'histoire d'Israël avec Mike Waltz, c'est qu'il est un allié et un ami. Donc, ce sera bien de voir un autre membre amical de l'administration américaine en Israël. Espérons qu'il aura une vision détaillée et personnelle de la situation pour apporter la vérité. Parce que, franchement, il y a beaucoup de gens qui diffusent de la désinformation sur ce qui se passe réellement à Gaza. Alex, puisque nous parlons ici des Nations Unies, cette semaine, l'Organisation des Nations Unies a appelé au retrait israélien du Golan, de la Judée, de la Samarie et de Jérusalem. L'ambassadeur israélien Dani Danon a fortement dénoncé la résolution de l'Assemblée générale demandant le retrait d'Israël, du Golan, de la Judée et de la Samarie. Nous savons désormais l'instabilité en Syrie et l'arrivée d'un nouveau dirigeant. Imaginez si Israël quittait le Golan, cela fait 30 ou 40 ans qu'on le demande, il devrait partir. Je peux aussi imaginer un scénario où des Syriens sur les collines dominant le lac de Tibériade tireraient encore sur les agriculteurs en contrebas.
Pour Israël, se retirer du Golan, de Judée ou de Samarie serait une folie totale. En partant, vous facilitez simplement un nouveau massacre comme celui du 7 octobre, installez le Hamas ou une organisation terroriste sur les collines dominant notre aéroport et 75% de la population. Ce serait simplement une grave erreur. Mais c'est une résolution de l'Organisation des Nations Unies. Ils en adoptent souvent à l'Assemblée générale, exigeant le retrait d'Israël de notre terre ancestrale. Je veux dire, l'Organisation des Nations Unies adopte plus de résolutions concernant Israël que sur tous les autres pays. Pas seulement n'importe quel autre pays, mais bien tous les autres pays réunis. Et s'ils pensent qu'Israël va se retirer du Golan, ils se trompent. D'accord. Les États-Unis avaient déjà reconnu la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan avant le 7 octobre. C'était pendant le premier mandat de Trump. Il a reconnu la souveraineté israélienne sur le Golan et Israël en a pris une partie supplémentaire. Ils étaient même allés plus loin vers le sud de la Syrie, mais se sont retirés. Cependant, ils ne rendront même pas la partie nord du Golan. Parce que c'est l'un des points les plus stratégiques. Et d'ailleurs, ce n'est pas une zone très peuplée, mais c'est l'un des points les plus stratégiques de la Syrie. Et comme tu l'as dit, cela surplombe en fait le Kinneret, qui est la principale source d'eau, le principal réservoir d'eau dont dispose Israël. Bien qu'Israël produise aujourd'hui la plupart de son eau potable par dessalement, le Kinneret demeure un atout stratégique majeur. C'est essentiellement le réservoir d'eau douce d'Israël et il garantit qu'Israël dispose d'eau douce à boire. Non seulement cela, mais le Kinneret fournit également de l'eau à la Jordanie dans le cadre d'un accord qu'Israël a avec elle. Et on peut se demander pourquoi Israël donne de l'eau à la Jordanie alors que la Jordanie continue d'inciter contre Israël. Mais l'Organisation des Nations Unies, si vous voyez leur parti pris, ils exigent le retrait d'Israël du Golan, de la Judée, de la Samarie et de Gaza. Franchement, ils veulent sans doute aussi qu'Israël parte de Tel Aviv et sûrement de Jérusalem. Ils ont exigé un retrait de la Judée, de la Samarie et de Jérusalem-Est. Les États-Unis reconnaissent la souveraineté israélienne sur Jérusalem-Est, affirmant qu'elle restera la capitale unie et éternelle d'Israël, seul État existant ici à ce jour. Et vous voyez simplement que c'était une résolution rédigée par l'Égypte. D'ailleurs, vous voyez quelle est la position de l'Organisation des Nations Unies. Mais franchement, ce ne sera qu'une autre de ces résolutions creuses. Cela n'aura aucun impact concret ici en Israël. Alex, la semaine dernière, nous avons parlé d'une hypothèse où Israël entamerait des discussions avec le Liban, peut-être pour conclure une sorte d'accord de paix. Et voilà que cette semaine, des représentants civils libanais et israéliens ont tenu leur premier entretien direct depuis des décennies dans le cadre du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu dans la guerre contre le Hezbollah. La semaine dernière, Sarah, nous avons rappelé qu'1 an s'était écoulé depuis le cessez-le-feu. Et maintenant, seulement quelques jours plus tard, des représentants israéliens au Liban, près de la frontière avec Israël, discutent de tout ce qui concerne la paix, peut-être. Oui, je veux dire, le premier ministre du Liban, Nawaf Salam, il a dit, vous savez, ce n'est pas une normalisation, a-t-il déclaré. C'est loin d'être une normalisation diplomatique ou des relations économiques, mais que les relations économiques feront partie d'une telle normalisation. Évidemment, toute personne suivant l'actualité sait que nous n'en sommes pas là. Qu'est-ce qui motive ces deux parties à se rencontrer? D'accord, la seule chose qui réunit les parties, c'est quand Israël exerce une force énorme. Et vous voyez encore une fois qu'Israël attaque de plus en plus fréquemment les mouvements du Hezbollah. Maintenant, Israël a donné à l'armée libanaise et au Liban en tant qu'État une fenêtre d'opportunité pour prendre le contrôle de sa propre situation. Mais il est clair qu'ils en sont incapables, ils sont faibles. D'accord, le Hezbollah a été beaucoup affaibli, mais évidemment, ils ont encore une liberté de mouvement et ils font autant de tentatives qu'ils peuvent pour essayer de se restabiliser en tant qu'organisation terroriste, pour reconstruire leur capacité d'armement, leur capacité de missiles, leur capacité de lancement de missiles et essayer de se rapprocher de plus en plus de la frontière israélienne. Et Israël agit. Et bien sûr, vous avez, encore une fois, nous parlions de Tom Barrick tout à l'heure et d'autres, vous savez, qui disent qu'Israël fait une grosse erreur en agissant ainsi. Mais qu'est-ce que cela fait pour amener ces deux parties à la table des négociations? Vous savez, selon à qui vous demandez, ici en Israël, ils pensent que vous pourriez voir une nouvelle incursion dans le sud du Liban par les forces de défense israéliennes. Donc, d'un côté, Israël cède, je pense, aux espoirs du président qu'Israël entamera des discussions avec la Syrie. Entamer des discussions avec le Liban,
se retirer potentiellement de la bande de Gaza et entrer dans une atmosphère plus pacifique. Mais en même temps, Israël continue d'agir selon ses propres intérêts militaires et, comme l'a déclaré Netanyahou, la seule façon d'amener les terroristes à négocier est de les soumettre à une pression immense. Peut-être faudrait-il l'utiliser aussi en Judée et Samarie, car, Alex, il y a eu des tentatives d'attaque presque chaque jour cette semaine. La nuit dernière, près d'Hébron, des Arabes ont tenté une attaque à la voiture bélier contre des soldats, et les soldats ont réagi rapidement et neutralisé la menace. Cette semaine, une nouvelle tentative d'attaque à la voiture bélier dans la même zone. Hébron, d'ailleurs, est un fief très populaire du Hamas. Ils le soutiennent pleinement à Hébron. J'ai vu la vidéo, je ne sais pas si tu l'as vue. 2 soldats ont été légèrement blessés lors d'une tentative d'attaque au couteau. Cela aurait pu se terminer bien plus mal près de la communauté d'Atérit, qui se trouve dans la région de Binyamin. Je veux dire, les soldats ont contrôlé un individu suspect, et quand il a semblé qu'il ne représentait aucune menace, il a sorti un couteau de son sac et tenté de poignarder un soldat. 2 soldats ont été légèrement blessés. Mais maintenant, c'est presque tous les jours. En plus, bien sûr, des pierres qui sont lancées, des cocktails Molotov qui sont jetés sur les routes, ce qui est le cas depuis lors. Je dirais 1988, lors de la première intifada. Cela devient un problème majeur grâce à Dieu pour les soldats et civils. Il y a 2 semaines, il y a une attaque mortelle, mais la semaine dernière, grâce à Dieu, personne n'a été grièvement blessé, mais c'est un problème majeur, Alex. Oui, il est intéressant de noter que pendant la guerre active des forces de défense israéliennes à Gaza, la Judée et la Samarie restaient relativement calmes. Pourquoi étaient-ils calmes? Parce que les forces de défense israéliennes ont mené d'importantes opérations à Jenin, Tulkarem et ailleurs, ainsi qu'au sud de Hébron. Il y a eu des actions régulières des forces de défense israéliennes dans ces zones. Mais on voit maintenant qu'avec ce soi-disant cessez-le-feu dans la bande de Gaza et beaucoup moins de troupes là-bas, le front de Judée-Samarie semble maintenant s'échauffer. Et on le voit tout le temps dans les actualités, que ce soit l'armée israélienne qui agit, que ce soit des terroristes qui essaient de poignarder, ou que ce soit des Israéliens accusés d'agir avec leurs voisins palestiniens. On voit bien qu'il y a beaucoup de tensions en Judée et Samarie en ce moment, et nous devons observer très attentivement pour voir quelle sera la réponse d'Israël. Oui, les attaques terroristes sont certainement inquiétantes. Et la prochaine histoire, Alex, me sidère vraiment, tu sais. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre. C'est peut-être juste de l'antisémitisme, de la haine des Juifs. Tu as eu 200 personnalités culturelles et publiques, l'élite d'Hollywood, qui ont signé une pétition appelant à la libération de Marwan Barghouti. Marwan Barghouti est un terroriste de haut rang. Il a le sang d'au moins, pour ce que je sais, 5 Israéliens sur les mains, si ce n'est beaucoup plus. Il est en prison pour avoir assassiné 5 Israéliens directement impliqués dans ces meurtres. Cynthia Nixon, Mark Ruffalo et d'autres opposants se sont dressés contre Israël depuis le 7 octobre et même avant. Ils demandaient la libération de Barghouti. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Le voient-ils comme une sorte de combattant de la liberté? Un type sympa qui pourrait instaurer la paix ici? C'est un meurtrier de masse et j'imagine qu'il n'y a qu'Israël qui subit des pressions pour libérer ce genre de personnes. Oui, il purge 5 peines de prison à vie consécutive pour terrorisme, étant l'un des principaux responsables et planificateurs d'attaques terroristes de masse. Et il est en prison depuis longtemps. Je pense que le simple fait qu'il soit incarcéré depuis si longtemps soulève la question de savoir pourquoi Israël n'a pas appliqué la peine de mort pour les terroristes. Et Israël parle, pour la première fois depuis longtemps, de réinstaurer la peine de mort pour les terroristes. Ici, un terroriste détenu en Israël devient une légende dans la société palestinienne à mesure que sa détention se prolonge. Non seulement les élites hollywoodiennes demandent un cessez-le-feu et un retrait de Gaza, mais elles veulent aussi la libération du chef terroriste pour diriger les Palestiniens. Que pensez-vous qu'il arrivera si Marwan Barghouti sort de prison et prend le contrôle de l'autorité palestinienne? D'accord, c'est comme si Yasser Arafat sous stéroïdes sortait de prison pour devenir potentiellement un nouveau dirigeant de Gaza ou de l'autorité palestinienne. Que pense-t-il qu'il va arriver? En soutenant le terrorisme, vous ne ferez qu'apporter plus de violence aux Palestiniens car cela entraînera une riposte de Tsahal. Et donc, le fait que vous ayez ces stars d'Hollywood qui appellent à la libération de terroristes, comme vous l'avez dit, cela ressemble pour moi à de la haine des Juifs. Ils croient que ce ne sont que des résistants combattant la résistance, mais que pensent-ils faire?
Ils encouragent en fait le terrorisme palestinien contre les Israéliens. Paul Simon, quel est le lien entre lui et Marwan Barghouti? Je ne comprends pas. Bien qu'il soit juif, sa signature et celle d'autres juifs sur cette pétition sont répugnantes. Passons à autre chose. Marco Rubio, secrétaire d'État aux États-Unis, sur Sean Hannity Fox News, avec Sean Hannity la semaine dernière, il parlait des mouvements islamiques radicaux dans le monde qui veulent détruire ce qu'ils appellent le plus grand mal sur Terre, le grand Satan, les États-Unis. Vraiment, je pense que c'est une leçon importante que Marco Rubio a donnée à la communauté mondiale. Peut-être que vous devriez parler à ces 200 soi-disant élitistes à Hollywood. En expliquant les réalités de la situation, il a essentiellement dit de simplifier les choses. Il ne s'agit pas seulement d'Israël, et bien sûr, Israël est dans leur ligne de mire, mais les États-Unis le sont aussi. Ils veulent détruire l'islam radical. Ils veulent détruire les États-Unis. Et nous avons en fait une vidéo ici. Regardons cela. L'islam radical a montré que leur désir n'est pas simplement d'occuper une partie du monde et d'être satisfait de leur petit califat. Ils veulent s'étendre. C'est révolutionnaire et cherche à étendre son contrôle sur plus de territoires et de personnes. L'islam radical vise ouvertement l'Occident, les États-Unis et l'Europe. Nous avons aussi vu des progrès là-bas. Ils sont prêts à commettre des actes terroristes, des actions d'État, des assassinats, des meurtres, tout ce que vous imaginez. Peu importe ce qu'il leur faut pour gagner de l'influence et, en fin de compte, dominer différentes cultures et sociétés, c'est une menace claire et imminente pour le monde, en particulier l'Occident et surtout les États-Unis, qu'ils voient comme la principale source du mal. Ils détestent le Royaume d'Arabie Saoudite, la direction des Émirats arabes unis et de Bahreïn parce qu'ils ont permis aux États-Unis de s'associer avec eux. Donc c'est pour cela qu'ils les détestent. Ils les considèrent comme des infidèles à cause de cela. Ils détestent Israël, mais ils détestent aussi l'Amérique et ils détestent tous les endroits dans le monde où nous avons de l'influence. Ils veulent l'attaquer même ici, dans la patrie. Discutons de l'importance des propos de Rubio, clarifions l'islam radical et voyons l'impact potentiel sur les États-Unis. Je pensais que le 11 septembre était un signal d'alarme. Apparemment, non. Eh bien, parlons de Rubio. Je pense qu'il a raison et la question est de savoir si ces déclarations entraîneront des changements de politique durable. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, là, on observe une politique un peu schizophrène. Parce qu'ici, vous avez Trump qui est très proche d'Erdogan, proche d'Al-Thani et du Qatar, et ils promeuvent l'islam radical, n'est-ce pas? Vous voyez que le président est maintenant proche d'Al-Shara en Syrie, qui est un ancien terroriste affilié à Al-Qaïda. D'accord, donc d'un côté, vous voyez Rubio. Je crois qu'il a le sens des réalités et que Trump comprend ce que Rubio a dit. J'en suis convaincu. En même temps, Trump essaie d'être un réaliste dans la région et travaille en fait avec ceux qui soutiennent les islamistes radicaux dans la région. Rubio, en tant que secrétaire d'État, devrait être le principal responsable de la politique au Moyen-Orient. Donc c'est bien, et comme tu l'as dit, je veux dire, c'est exactement l'opposé de ce que sont ces stars d'Hollywood. Ils disent libérer l'islamiste radical de prison. Et là, tu as Rubio qui affirme que l'islam radical est la plus grande menace. Honnêtement, j'ai dit que je ne pouvais pas être plus d'accord, mais je pense qu'il y a une menace plus forte que l'islam radical. Et je pense qu'il s'agit de ces Occidentaux qui ne reconnaissent pas ce que l'islam radical fait à leur société. Ce que l'islam radical fait à l'Europe, ce que l'islam radical veut faire aux États-Unis et ce que l'islam radical fait à Israël. Et en prenant parti pour les terroristes islamistes radicaux contre Israël, et en leur permettant essentiellement de prendre le contrôle de l'Europe sans tirer un seul coup de feu et en leur permettant de changer le discours aux États-Unis, ils déroulent en fait le tapis rouge pour l'islam radical. Et donc Rubio a raison. La question est de savoir si cela mènera à une politique notable pour rompre l'alliance entre l'islam radical et l'Occident et repousser l'islam radical. Voyons si tout le monde est réveillé là-bas. Mais en attendant, parlons d'un problème local qui concerne notre gouvernement ici, dans l'État d'Israël. Jeudi soir, le cabinet israélien a validé le budget de l'État pour 2026. Et bien sûr, la question principale ici est que cela donne de la stabilité au gouvernement de Netanyahou. Seuls 4 gouvernements israéliens ont accompli un mandat complet. Et comme il semble, en ce moment, l'adoption du budget de l'État est la première étape, je dirais, ou une étape majeure vers la stabilité. Le Premier ministre Netanyahou termine son mandat, qui doit se terminer, je crois, en octobre 2026.
Y a-t-il autre chose, quelque chose d'intéressant dans le budget dont vous avez vu l'importance concernant la stabilité générale du gouvernement en ce moment? Oui, je pense que la fonction la plus importante ici, c'est que les gens avaient supposé cela. À l'approche des élections, beaucoup pensaient que le gouvernement n'adopterait pas de budget. Et la date limite pour adopter un budget est en fait après le début de l'année. Ils auraient jusqu'au 31 mars 2026 pour adopter le budget de 2026. Et s'ils n'adoptaient pas le budget à la fin du mois de mars, cela déclencherait automatiquement des élections dans un délai de 90 jours. Et beaucoup de gens pensaient que c'est exactement ce qui allait se passer, que ce gouvernement continuerait, disons, à boiter jusqu'au budget. Et ensuite, ce que vous verriez, c'est que les partis de la coalition ils refuseraient de permettre certaines coupes qui pourraient affecter leurs propres électeurs. Ou si les éléments souhaités n'étaient pas inclus au budget, ils déclencheraient ils voteraient contre le budget afin de déclencher des élections pour pouvoir être les héros auprès de leurs électeurs à l'approche de la saison électorale. Si vous allez déjà avoir une élection à la fin d'octobre, autant l'organiser en juin. Et beaucoup d'Israéliens pensaient que c'était un scénario très probable. Donc ici, vous voyez que Netanyahou a pris les devants avec le ministre des Finances Bezalel Smotrich et ils ont fait adopter le budget. Et dans l'ensemble, je pense qu'il y avait beaucoup d'accords au sein de la coalition sur le fait que c'est un bon budget. C'est un budget difficile parce qu'il vise, bien sûr, à maintenir la sécurité de l'État d'Israël. Ce qui signifie que jusqu'à 40 000 soldats seront mobilisés pour toute l'année. Donc, c'est coûteux, évidemment, la reconstruction des capacités militaires, le remboursement de certaines dépenses de la guerre de l'année passée. Il parle maintenant de baisser les impôts. J'avais aussi vu que le gouvernement envisageait d'augmenter les impôts en 2019. Donc, il faut voir. Exactement, tous les détails du budget ne sont pas encore clairs. Mais ce que cela signifie essentiellement, c'est que ce gouvernement ira jusqu'au bout de son mandat. Et je pense que pour Netanyahou, c'est important. Après avoir signé le cessez-le-feu, il avait envisagé le plan en 20 points évoqué plus tôt, envisageant des élections anticipées, car il était haut dans les sondages et pensait pouvoir être réélu. Mais il a ensuite compris que si vous allez à une élection, cela signifie qu'en fait, vous devenez un gouvernement de transition avec des pouvoirs limités. Ensuite, à partir du moment où l'élection a lieu, il faut généralement environ 2 mois pour former un gouvernement. Ensuite, le gouvernement a aussi des pouvoirs limités. Et maintenant, Netanyahou a essentiellement une autre année où il peut travailler avec le président Trump avant d'aller à une élection sans avoir à s'inquiéter de mettre son gouvernement sur un terrain instable. Et je pense que pour Netanyahou, ce qu'il veut vraiment, c'est voir une conclusion et une fermeture de la guerre dans la bande de Gaza et potentiellement voir la signature d'une sorte d'accord de normalisation, que ce soit avec la Syrie, que ce soit avec le Liban, que ce soit avec l'Arabie Saoudite, que ce soit avec tous ces pays ou d'autres pays potentiellement, y compris l'Indonésie. Donc Netanyahou reconnaît qu'il a 1 an à travailler avec Trump avant une élection. Il veut conclure des affaires. Il ne veut pas laisser la situation telle qu'elle est pour que les gens puissent dire à Bibi en allant vers une élection que tu n'as pas terminé le travail. Il veut s'assurer que le travail soit fait avant que les électeurs aient l'occasion d'aller aux urnes. Alex, nous ne sommes pas prophètes, mais depuis 2 ans, en gros, nous parlons des manifestations hebdomadaires du samedi soir Kaplan à Tel Aviv. Et comme nous l'avons dit à maintes reprises, nous avons dit que ces manifestants ne sont pas là pour les otages. Et une fois que tous les otages seront revenus, malheureusement, il y a encore un otage qui est détenu par le Hamas, le corps d'un otage. Nous avons dit que cela deviendra. Elles sont déjà officiellement des manifestations anti-Netanyahou, anti-gouvernement, et voilà. Samedi soir dernier, les organisateurs des manifestations hebdomadaires à Kaplan et Tel Aviv ont reconnu pour la première fois qu'ils allaient au-delà de la question des otages. Au départ, ce n'était pas le cas, mais elles sont désormais officiellement anti-gouvernementales. Voilà de quoi il est les questions. Clairement, ils ne mâchent plus leurs mots maintenant. Ils n'ont pas une autre histoire, c'est ce qu'ils font. Ils manifestent contre le gouvernement et l'admettent maintenant, pour la première fois. Montrer simplement le titre du Times of Israel, les grands événements du samedi soir passent des rassemblements pour les otages aux manifestations anti-gouvernementales. Je trouve cela vraiment crucial.
Et les gens ne voulaient tout simplement pas comprendre que le Forum des otages était dès le départ un mouvement anti-gouvernemental et qu'ils utilisaient les otages comme un déclencheur. Ils l'utilisaient comme leur arme secrète parce qu'ils comprenaient que le pays se rassemblerait autour des otages si c'était leur principal argument. Maintenant que les otages sont revenus, ils n'ont plus d'argument. Tu le sais. Ils se demandaient s'ils allaient continuer à organiser des rassemblements, tu sais, parce que la plupart des familles ne voulaient plus y participer. Et maintenant, tu vois clairement qu'ils ne le cachent même plus, que ces rassemblements pour les otages se transforment directement en manifestations contre le gouvernement. Il n'a jamais été question des otages. Je veux dire, on peut même dire de façon cynique que les organisateurs des manifestations eux-mêmes se couvraient contre Netanyahou. Ils ne ramèneraient jamais les otages, estimant que leur captivité profiterait davantage à leur mouvement. Netanyahou a désamorcé ce mouvement en signant cet accord de cessez-le-feu, en ramenant les otages à la maison, et maintenant on peut voir de quoi ce mouvement était fait dès le départ. Nous l'avons déjà dit ici, nous ne sommes pas prophètes, mais on voyait ce qui arrivait. Ces rassemblements du samedi soir, la semaine dernière, portaient sur les otages. Il y a 2 semaines, ils portaient simplement sur l'ouverture. Une commission d'enquête sur la guerre vise désormais simplement à faire sortir ce gouvernement du pouvoir. Alex, tu prends l'avion demain soir pour représenter Jewish News Syndicate aux États-Unis. Je souhaite que tu parles de tes projets de voyage, de tes activités sur place et de comment s'impliquer dans Jewish News Syndicate. Eh bien, oui, je serai principalement à Washington, district de Columbia, pour une conférence de la Fondation des Alliés d'Israël, regroupe surtout des alliés chrétiens évangéliques d'Israël. Pas seulement aux États-Unis, mais en fait de parlements du monde entier, organisés par notre bon ami ici, Josh Einstein. Et nous sommes censés recevoir un briefing à la Maison-Blanche, en fait avec les responsables religieux des États-Unis. Et je pense que c'est tellement crucial. Cette conférence a lieu à Washington en ce moment parce que les Qataris et d'autres ont vraiment identifié cela de manière active. Une base de soutien majeure, voire la principale base de soutien pour Israël sur le plan législatif en ce qui concerne les ventes d'armes à Israël, repose sur le soutien des chrétiens évangéliques qu'ils ont naturellement en raison de leur lien biblique avec l'État d'Israël. Les Qataris et d'autres cherchent à saper ce soutien. Et je pense que certains membres, en particulier les plus jeunes membres des groupes évangéliques aux États-Unis, sont de moins en moins favorables. Et je pense que c'est une bonne occasion de réaffirmer à quel point cette relation est importante. Surtout pour ceux qui considèrent comme une posture MAGA, une posture America First. Vous savez, il y a même eu, incroyable, j'ai même vu Nick Fuentes parler et dire, vous savez, peut-être c'est dans l'intérêt de l'Amérique de donner de l'aide à ces pays, n'est-ce pas? Parce qu'ainsi, l'Amérique garde sa domination sur ces pays en fournissant de l'aide, n'est-ce pas? On ne s'attendrait même pas à ça de Nick Fuentes et je doute que ses motivations soient bonnes. Cependant, il existe des arguments solides pour justifier pourquoi les États-Unis ont besoin d'un Israël fort. Il y a des arguments importants à avancer sur ce que fait Israël pour soutenir les États-Unis et leur propre sécurité. Et tout doit être fait pour essayer de repousser cette influence négative qui cherche intentionnellement à affaiblir le soutien évangélique et pour le renforcer. C'est ce que Mike Huckabee et d'autres font ici en Israël. Donc, ce sera bien de vivre cette expérience à Washington. Je voyagerai aussi dans d'autres villes, en rencontrant certains des plus grands et des plus fidèles soutiens de Jewish News Syndicate. Et bien sûr, je pense qu'il est important de rappeler encore une fois que Jewish News Syndicate est une agence de presse soutenue par ses lecteurs. Nous sommes une organisation de presse à but non lucratif, pas une entreprise à but lucratif, qui est soutenue par ses lecteurs, qui est soutenue par ses spectateurs, qui est soutenue par des fondations. Ils reconnaissent que nous n'écrivons pas ce que nous écrivons parce que c'est populaire. Nous n'écrivons pas parce que c'est ce que les annonceurs veulent que nous écrivions. Nous écrivons ce que nous écrivons parce que c'est juste. Les donateurs reconnaissent que personne d'autre ne fait ce que nous faisons. Ils apprécient notre travail et souhaitent le soutenir. Pour soutenir cela, rendez-vous sur jns.org/donate pour faire un don en ligne. Mais sachez que nous recevons de nombreux dons, vous savez, de 3, 4, 5, 6 chiffres qui viennent soutenir nos opérations en pleine croissance. Nous sommes maintenant plus de 50 personnes dans l'organisation et franchement, je pense que Jewish News Syndicate a la capacité de devenir la réponse d'Israël aux grands réseaux d'information comme Al Jazeera. Amen, Alex. Bon voyage.
On te contactera sur la route la semaine prochaine, si Dieu le veut. J'ai hâte. Comme Alex l'a dit, faites un don, abonnez-vous, donnez-nous un super merci et assurez-vous que nous puissions continuer à proposer les programmes, ce que nous faisons. Sur Jewish News Syndicate Télévision et Jewish News Syndicate.org, retrouvez toutes les actualités d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif. Je remercie ceux derrière les caméras. Aaron Boglander, nouveau dans l'équipe, Zach Sickerman, Esther Eden, Ryan Lifshitz et le responsable de la station, Yoris Vertsky. Merci de nous avoir rejoints pour la Minute de Jérusalem de cette semaine et nous vous retrouverons la semaine prochaine.